L'hélicoptère a disparu derrière la crête juste au moment où mes doigts ont glissé sous moi. Pendant une seconde, je suis resté allongé là, la joue pressé contre la terre aride et brûlante de la garrigue, écoutant le son faiblissant de ses rotors. Je voulais hurler. Je voulais agiter les bras. Je voulais que quelqu'un, n'importe qui, me voie. Mais ma gorge était si sèche que chaque inspiration me donnait l'impression d'avaler du verre pilé. Je me souviens n'avoir pensé qu'à une chose. Léa va croire que je l'ai abandonnée. Cette pensée faisait plus mal que la chaleur. Le paysage désertique du sud de la France s'étendait à l'infini dans toutes les directions. L'air scintillait. Au-dessus de la terre craquelée, transformant les montagnes lointaines en ombre ondoyante. Ma peau était couverte de cloques. Mes lèvres s'étaient fendues. Depuis des heures. Mes pieds nus étaient marqués de coupures causées par les roches calcaires. Quelqu'un avait pris mes chaussures, mon téléphone, mon sac à main, mon portefeuille, et même mon alliance. Ils ne m'avaient pas simplement laissé ici. Ils avaient effacé chaque preuve de mon existence. Je me suis forcé à me mettre sur les coudes et j'ai traîné mon corps sur quelques mètres. De plus. Chaque mouvement envoyait une décharge de douleur dans mes épaules. Mais m'arrêter signifiait mourir. Je ne me battais plus pour moi-même. Je me battais pour ma fille de 7 ans. Léa dormait toujours avec le petit renard en peluche que son père lui avait gagné lors d'une fête foraine dans le Var avant que le cancer ne nous l'arrache 4 ans plus tôt. Chaque soir, elle murmurait la même phrase avant de s'endormir, « Bonne nuit, papa », dit à maman de rentrer saine et sauve. Je lui avais promis que je le ferais toujours. Je n'étais pas sur le point de rompre cette promesse. Le vent sec transportait des grains de poussière sur mon visage, et un autre souvenir a percuté mon esprit. 3 jours plus tôt, ma mère, Geneviève, se tenait dans ma cuisine en souriant comme si rien n'avait jamais été brisé entre nous. Tu travaillais trop, Clémence. Personne ne m'avait appelé Clémence avec autant de chaleur depuis des années. Mon père, Bernard, s'appuyait contre le plan de travail, tenant une carte routière repliée. Nous avons pensé faire un dernier voyage en famille avant la fin de l'été. J'avais ri. Un voyage en famille. Maman avait hoché la tête. Juste nous 3, comme autrefois. Quelque chose dans cette proposition me semblait étrange. Il ne m'avait invité nulle part depuis presque 6 ans. Pas après la mort de mon mari. Pas après que j'ai cessé de les laisser contrôler mes finances. Pas après que j'ai refusé d'installer Léa dans leur grande maison de province. Pourtant, une partie de moi voulait croire que les choses pouvaient être différentes. Je voulais que Léa connaisse ses grands-parents. Cet espoir a failli me tuer. Je me souvenais avoir posé une question simple, et pour Léa? Maman avait répondu si vite que je ne m'étais pas méfié. Laisse-la avec ta sœur. Chloé réclame un week-end entre filles depuis longtemps. Chloé, ma petite sœur. Léa l'adorait. Elle lui tressait les cheveux, lui lisait des histoires le soir, l'emmenait manger des glaces après l'école. Elle était la dernière personne que j'aurais imaginé capable de me trahir. Le souvenir a encore basculé. Nous roulions à travers les zones les plus isolées de l'arrière-pays provençal. Papa insistait pour prendre une route panoramique qui ne figurait pas sur les guides touristiques. Maman m'avait tendu une gourde en acier inoxydable. Tu n'as presque rien bu. J'avais souri. Merci. L'eau avait un goût plus sucré que d'habitude. J'avais froncé les sourcils. Tu as mis de la poudre d'électrolyte dedans? Maman avait souri sans croiser mon regard. Quelque chose comme ça. 20 minutes plus tard, mes doigts s'engourdissaient. La route derrière la vitre se tordait dans des directions impossibles. J'ai essayé de demander à papa d'arrêter le SUV. Au lieu de cela, ma tête est devenue trop
lourde pour être maintenue. La dernière chose que j'ai entendue avant que tout ne devienne noir n'était pas de l'inquiétude. C'était un rire. Un rire étouffé. Papa a chuchoté, ça y est, elle est partie. Maman a répondu, enfin. Puis, une autre voix est sortie du haut-parleur de la voiture. C'était Chloé. C'est bon, j'ai récupéré Léa à l'école. Maman a souri. Parfait. Papa a dit une chose que je n'oublierai jamais, d'ici demain, elle croira qu'elle a toujours vécu avec toi. Même à travers la drogue, la panique a envahi mon corps. J'ai essayé d'ouvrir les yeux. Rien ne bougeait. Je pouvais les sentir me soulever. Me traîner. Mon dos raclait contre les pierres. Quelqu'un a glissé mon alliance de mon doigt. Quelqu'un a fouillé mes poches. Puis la voix de ma mère a flotté au-dessus de moi. Et si elle se réveille? Papa a répondu sans hésiter, elle ne se réveillera pas. Le souvenir s'est brisé alors qu'une autre vague de vertige m'atteignait. J'ai cligné des yeux face au soleil. Quelque chose de blanc a attiré mon regard à une trentaine de mètres. Au début, j'ai cru que c'était un autre mirage. Puis j'ai réalisé que ça ne bougeait pas. J'ai rampé vers l'objet. Chaque centimètre me semblait impossible à franchir. Quand je l'ai enfin atteint, mon estomac s'est noué. Ce n'était pas un déchet. C'était le coin d'une brochure touristique. Le papier avait été coincé sous une pierre. Quelqu'un l'avait laissé là intentionnellement. Sur le devant, il y avait un message manuscrit. Seulement 4 mots, mauvais sentier. Pas d'eau. Mon pouce est accéléré. Quelqu'un d'autre était passé par ici. Pas il y a des années. Récemment. J'ai regardé autour de moi. À moitié enterré sous le sablé. La poussière, il y avait un autre objet. Une basket rose d'enfant. Minuscule. Pas plus grande que celle de Léa. Je l'ai ramassée avec des mains tremblantes. Il n'y avait pas d'enfant, pas de sac à dos, pas d'empreinte, seulement 7 chaussures. Ma respiration est devenue courte. Combien de personnes avaient disparu ici? Soudain, un bruit de moteur a résonné dans la vallée. J'ai levé les yeux. Un pick-up blanc des services forestiers rebondissait sur une ancienne piste à près d'1 kilomètre. J'ai agité les 2 bras. Rien. Le camion continuait d'avancer. Non. J'ai essayé de hurler. Seul de l'air s'est échappé d'eux. Mes lèvres gerçaient. Le camion continuait vers l'horizon. J'ai senti l'espoir s'envoler. Puis ses feux stop ont clignoté. Il s'est arrêté. Lentement, il a commencé à reculer. La porte du conducteur s'est ouverte avant même que le véhicule ne soit complètement arrêté. Un garde forestier a sauté et a couru vers moi. Il s'est laissé tomber à mes côtés si vite qu'un nuage de poussière nous a enveloppés. Mon Dieu. Il a attrapé sa radio. J'en ai une vivante. Une vivante. Pas une survivante. Pas une victime. Une vivante. Comme s'il avait déjà prononcé ces mots auparavant. Il a versé de l'eau sur un linge et l'a pressé doucement contre mes lèvres. Doucement. J'ai attrapé son poignet avec le reste de mes forces. Ma fille. On va vous aider. Ils l'ont prise. Il a froncé les sourcils. Qui? Mes parents. Son expression a changé instantanément. Ce n'était pas de la confusion, mais de la reconnaissance. Il a regardé vers le désert vide derrière moi, puis s'est replongé dans mes yeux. Doucement, presque. Pour lui-même, il a dit, je savais que ce n'était pas encore un accident de randonnée. Avant que je ne puisse lui demander ce qu'il voulait dire. L'obscurité m'a de nouveau englouti.
La fois suivante où j'ai ouvert les yeux, l'air frais remplaçait la chaleur étouffante. J'étais allongé dans un lit d'hôpital avec des moniteurs qui bipaient à côté de moi. Une femme portant l'insigne de la gendarmerie se tenait silencieusement près de la fenêtre. Elle a attendu de savoir que j'étais bien réveillé avant de s'approcher. Je suis là. Commissaire Valérie Marchand. J'ai hoché la tête faiblement. Elle n'a pas demandé comment je me sentais. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Au lieu de cela, elle a posé un dossier épais sur la couverture. J'ai besoin que vous vous prépariez avant de regarder à l'intérieur. Les mains tremblantes. J'ai ouvert le dossier. La première page n'était pas un rapport médical. Ce n'était pas un avis de recherche. C'était mon avis de décès. En dessous se trouvait une photographie prise seulement 12 heures plus tôt. Mes parents se tenaient devant une petite église, faisant semblant de pleurer. À côté d'eux se tenait ma sœur. Elle tenait la main de Léa. Ma fille regardait directement la caméra d'une équipe de télévision locale et murmurait à travers ses larmes. « Maman me manque. » Puis elle a entouré ma sœur de ses deux bras et a dit « Doucement, je ne veux pas perdre une autre maman. » La commissaire Marchand a doucement refermé le dossier. Sa voix était calme, mais chaque mot tombait comme un marteau. Ils n'ont pas seulement dit à votre fille que vous étiez morte. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ils ont déjà commencé à lui apprendre à vous oublier. Pendant presque une minute entière, je n'ai pas pu détacher mes yeux de la photo. Le sourire de Léa avait disparu. Ses épaules étaient affaissées, et l'étincelle qui avait toujours vécu dans ses yeux s'était éteinte. Elle se tenait à côté de Chloé, agrippant la manche de son pull comme si le fait de lâcher prise ferait disparaître le monde entier. J'ai tendu la main vers la photo avec des doigts tremblants. Quand cela a-t-il été pris? Valérie Marchand a jeté un coup d'œil à ses notes. Hier après-midi. Mon cœur s'est arrêté. Hier? Elle a hoché la tête. Environ 4 heures après que le garde forestier vous a trouvé. La chronologie n'avait aucun sens. J'ai regardé de nouveau l'avis de décès sous la photographie. Ils n'avaient pas attendu d'avoir la confirmation de ma mort. Ils avaient déjà décidé que je n'avais plus jamais besoin de revenir. Une infirmière est entrée discrètement dans la chambre, emportant une autre poche de perfusion. Elle a souri doucement avant de vérifier mon pouls. Vous avez été inconsciente pendant presque 20 heures. 20 heures. En moins d'une journée, mes parents m'avaient enterré sans corps. J'ai fermé les yeux. Non. La commissaire s'est penchée en avant. Il y a autre chose que vous devez savoir. Je redoutais déjà la réponse. Quand les enquêteurs sont arrivés à votre domicile ce matin. Mon domicile? Elle a hoché la tête lentement. C'était vide. J'ai froncé les sourcils. Comment ça? Vide? Il n'y avait plus de meubles, plus de vêtements, plus de photographies. Aucun effet personnel. Mon estomac s'est tordu. C'est impossible. Il avait déjà engagé des déménageurs. Je l'ai fixé. Ils ont vidé ma maison. Elle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle m'a tendu une autre photo. Un camion de déménagement stationnait devant chez moi. Des ouvriers transportaient des cartons par la porte d'entrée pendant que mon père se tenait dans l'allée en donnant des instructions. Ma mère souriait alors que des voisins l'enlaçaient. Pour tous ceux qui regardaient, ils ressemblaient à des parents en deuil aidant à régler la succession de leur défunte fille. Ils n'étaient pas en deuil. Ils effaçaient chaque trace de mon existence. Puis j'ai remarqué quelque chose à l'arrière-plan. Léa. Elle était assise sur le perron, tenant son renard en peluche. Elle regardait des inconnus emporter notre vie. Je ne pouvais plus respirer.
Mes carnets. La commissaire a semblé confuse. Quoi? Mes journaux. Intimes, ils étaient dans ma chambre. Elle a froncé les sourcils. Étaient-ils importants? J'ai ri amèrement. Ils étaient tout pour moi. Après la mort de Julien, j'écrivais des lettres à Léa chaque soir. Des lettres qu'elle devait lire à ses 18 ans. Des histoires sur son père, sur notre famille, sur la fierté que j'avais d'elle. Il y avait plus de 1000 pages manuscrites. Maintenant, elles ont disparu. La commissaire a noté quelque chose dans son carnet. Nous les ajouterons à l'inventaire des biens. J'ai secoué lentement la tête. Ils ne seront pas là. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Parce que ma mère détestait ces carnets. Des années plus tôt, elle en avait trouvé un. Ouvert sur la table de la cuisine. Elle avait lu une seule page avant de le refermer brutalement. Elle m'avait dit, tu passes trop de temps à vivre dans le passé. Je me souvenais le lui avoir repris. J'avais répondu, non, je passe du temps à m'assurer que Léa sache qui était vraiment son père. Le visage de maman s'était durci. Les enfants n'ont pas besoin que des morts leur remplissent la tête. À l'époque, je pensais qu'elle était simplement insensible. Maintenant, je réalisais qu'elle voulait que ses souvenirs soient effacés bien avant ce voyage. La chambre d'hôpital est tombée dans le silence. Enfin, j'ai posé la question que j'évitais. Est-ce que Léa a demandé après moi? Valérie Marchand a baissé les yeux. Oui. L'espoir a vacillé en moi. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? La commissaire a hésité. Puis elle a répondu calmement, que vous l'aimiez énormément. Elle a fait une pause. Mais que vous êtes morte en essayant de sauver quelqu'un d'autre. Je l'ai fixé. En essayant de sauver quelqu'un d'autre? Ce n'est même pas crédible. Qui? Ils ne l'ont pas dit. Le mensonge avait été soigneusement conçu. Pas un abandon, pas une disparition. Mais une mort héroïque. Une histoire à laquelle une enfant de 7 ans pouvait s'accrocher. Une histoire qui l'empêcherait de poser trop de questions. Les larmes ont troublé ma vision. Ils réécrivent ma vie. La commissaire a hoché la tête. Je pense qu'ils prévoyaient cela depuis un certain temps. Avant que je ne puisse répondre, on a frappé à la porte. Un homme d'une 50aine d'années est entré, vêtu d'un costume gris anthracite. Il portait une mallette en cuiré. S'est présenté. Je m'appelle Maître Nathan Lefebvre. Il m'a tendu une carte de visite. Je représente le cabinet juridique spécialisé dans la gestion de patrimoine de votre défunt mari. Je n'ai jamais engagé d'avocat. Vous ne l'avez pas fait, mais lui, oui. Il a posé plusieurs dossiers sur la table de chevet. Je gère la succession de Julien. Mon pouce est accéléré. La succession de Julien? Il a hoché la tête. J'essaie de vous joindre depuis hier matin. Pourquoi? Il a ouvert un dossier et en a sorti une lettre recommandée. Cela concerne une fiducie créée peu avant le décès de votre mari. J'ai froncé les sourcils. Julien n'a jamais mentionné de fiducie. Il n'en avait pas le droit. Quoi? Maître Lefebvre a joint ses mains. Votre mari a reçu son diagnostic seulement 6 semaines avant de s'éteindre. J'ai hoché la tête. Je sais. Pendant ces 6 semaines, il a discrètement transféré plusieurs actifs familiaux dans une fiducie protégée. Je l'ai regardé avec confusion. Pourquoi aurait-il fait ça? Nathan a croisé mon regard. Parce qu'il était convaincu que quelqu'un dans votre famille finirait par essayer de vous prendre Léa. Tous sont dans la pièce a disparu. Qu'est-ce que vous venez de dire? Il n'a jamais expliqué pourquoi. Mais il a laissé une lettre scellée.
avec des instructions très spécifiques. Mon cœur battait la chamade. Quelle instruction? Que la lettre ne devait être ouverte que si vous Léa étiez déclaré légalement décédé avant votre mort naturelle. Un frisson a parcouru tout mon corps. Julien avait prédit cela il y a des années. Comment? Nathan a sorti avec précaution une enveloppe de couleur crème. Sur le devant, écrite de l'écriture incomparable de Julien, se trouvaient 7 mots, pour Clémence, si le pire devait arriver. Mes doigts tremblaient en la prenant. Avant que je ne puisse ouvrir l'enveloppe, le téléphone de la commissaire Marchand a sonné. Elle a répondu immédiatement. Marchand. Son expression a changé en quelques secondes. Quoi? Elle s'est tournée vers moi. Répétez ça. Silence. Puis elle a lentement abaissé le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Le rectorat vient de confirmer. Votre sœur a déposé des documents ce matin demandant que le nom de famille de Léa soit légalement changé. J'ai senti chaque once de force quitter mon corps. Changé. En quoi? La commissaire a dégluti. Léa de Saint-Gilles. Le nom de jeune fille. De votre mère. Pas le nom de Julien. Pas même votre nom actuel. Votre sœur. N'essayez pas seulement de devenir la tutrice de Léa. Elle essayait d'effacer chaque partie de la petite fille qui m'appartenait. Je n'arrivais pas à me résoudre à ouvrir la lettre de Julien. Pas encore. Mes mains tremblaient trop. Pendant 4 ans, j'avais cru avoir entendu chaque dernier mot que mon mari m'avait laissé. J'avais rejoué notre dernière conversation tant de fois que je pouvais réciter chaque phrase par cœur. Maintenant, une enveloppe scellée sur mes genoux portait des mots qu'il avait écrits pour un futur qu'il craignait de voir se réaliser. La commissaire Marchand s'est levée doucement et a fermé la porte de la chambre d'hôpital. Je pense que vous devriez la lire. J'ai hoché la tête très prudemment. J'ai brisé le sceau. À l'intérieur se trouvait une seule page manuscrite. Clémence, si tu lis ceci, c'est que quelque chose est arrivé, quelque chose que j'ai prié pour que cela n'arrive jamais. Je ne sais pas ce que c'est, mais si quelqu'un a convaincu le monde que tu es parti avant ton heure, ne te fie pas aux apparences. Le danger n'a jamais été à l'extérieur de notre famille. Il a toujours été à l'intérieur de la tienne. Mon rythme cardiaque s'est emballé. Ton père m'a posé des questions étranges pendant mon traitement. Des questions sur mes assurances, sur l'avenir de Léa, et sur ce qui se passerait si tu te remariais. Au début, j'ai cru qu'il était inquiet. Puis, j'ai réalisé qu'il ne posait pas ces questions en tant que père. Il recueillait des informations. J'ai arrêté de lire. La pièce était devenue incroyablement silencieuse. La commissaire observait mon visage attentivement. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai avalé ma salive. Il savait. Qui? Julien. J'ai continué la lecture. 3 semaines avant de mourir, j'ai installé des caméras dans toute notre maison sans le dire à personne, sauf à mon avocat. Si tu lis ceci, demande à Nathan les archives. Si mes craintes étaient infondées, tu n'en auras jamais besoin. Si elles étaient justes, ces enregistrements te diront peut-être quand tout a vraiment commencé. J'ai levé les yeux vers Nathan. Vous les avez. Il a hoché la tête. Je les ai protégés pendant 4 ans. Pourquoi ne me l'avoir pas dit? Parce que votre mari m'avait donné pour instruction de ne pas le faire, sauf si les conditions de sa lettre étaient remplies. Il a posé un petit disque dur crypté sur la table de chevet. Ceci contient chaque enregistrement. Un sentiment de froid s'est installé en moi. Si mes parents avaient planifié cela, j'ai regardé le disque dur,
alors ça n'avait pas commencé dans l'arrière-pays provençal. La commissaire a hoché la tête lentement. Je pense là. Même chose. Nathan a connecté le disque à son ordinateur portable. Les premiers enregistrements montraient une vie ordinaire. Des dîners d'anniversaire, des soirées cinéma. Léa chassant des bulles de savon dans le jardin. Pendant plusieurs minutes, rien ne semblait inhabituel. Puis un enregistrement datant d'il y a presque 3 ans est apparu. Je me suis souvenu de ce jour. Immédiatement. C'était le 6e anniversaire de Léa. Julien était déjà décédé. Je travaillais en heures supplémentaires cet après-midi-là. La caméra du salon montrait maman et papa arrivant tôt pour aider à décorer. Léa était montée à l'étage avec des ballons. Mes parents pensaient être seuls. Papa a regardé autour de lui avant de parler. Ça prendra plus de temps que je ne l'espérais. Maman a soupiré. Elle était tue. Papa a souri. On finira par l'épuiser. Maman a baissé la voix. Tu penses toujours que la gamine en vaut la peine? Papa n'a pas hésité. Tout dépend de l'enfant. J'ai fixé l'écran. Tout dépend de l'enfant. Pas de moi. De Léa. L'enregistrement continuait. Maman a posé la question qui m'a donné la chair de poule. Et si Clémence refuse? Papa a répondu si calmement que cela semblait répéter. Alors nous retirerons Clémence de l'équation. Nathan a mis la vidéo en pause. Personne ne parlait. Là. Commissaire Marchand a finalement rompu le silence. Il y a 3 ans. J'ai hoché la tête lentement. Ce n'était pas une décision soudaine. Non. Elle a regardé l'image figée de mon père. Ils ont construit cela pendant des années. Nathan a ouvert un autre enregistrement. Celui-ci datait de seulement 6 mois. Je me voyais partir pour une autre garde de nuit à l'hôpital. 20 minutes plus tard, mes parents entraient dans la maison en utilisant le double des clés que j'avais cachées sous un pot de fleurs. Papa s'est dirigé directement vers mon bureau. Maman l'a suivi. Il ne cherchait pas au hasard. Il savait exactement ce qu'il voulait. Papa a sorti un dossier de mon classeur. Il l'a ouvert. Même avant de voir l'étiquette, je savais ce que c'était. Les documents de la fiducie de Léa. La fiducie que Julien avait créée. Papa a feuilleté les pages tandis que maman se tenait à ses côtés. Puis papa a souri. Alors c'est pour ça. Maman a froncé les sourcils. Pourquoi? C'est pour ça qu'il a protégé l'enfant. Il a tapoté les papiers. Si Léa atteint ses 8 ans alors. Que Clémence est toujours sa tutrice légale. Sa voix s'est tue. Maman a saisi le dossier. Ses yeux se sont agrandis. Oh. Papa a lentement hoché la tête. Maintenant tu comprends. Nathan a arrêté l'enregistrement. J'ai regardé. L'avocat. Qu'est-ce qui se passe quand Léa aura 8 ans? Il a pris une profonde inspiration. Le grand-père de votre mari a créé un fonds de conservation familiale il y a des décennies. Je n'en ai jamais entendu parler. Très peu de gens le savaient. Il a ouvert un autre dossier. Quand Léa aura 8 ans, il m'a regardé droit dans les yeux, le contrôle de ce fonds est transféré de manière permanente à son tuteur légal jusqu'à sa majorité. Mon estomac s'est serré. Il y a combien d'argent? Nathan est resté silencieux un instant. Puis il a répondu, un peu moins de 43 millions d'euros. Le chiffre n'a même pas été enregistré tout de suite. 43 millions? J'ai enfin compris. Mes parents n'avaient pas essayé de se débarrasser de moi. Parce qu'ils me détestaient. La haine n'était pas une raison suffisante pour une telle mise en scène. Ils voulaient Léa, et ils avaient besoin que je disparaisse. Avant son 8e anniversaire.
Tout s'emboîtait soudainement. Le faux avis de décès, les documents falsifiés, la tutelle précipitée, l'histoire qu'ils avaient racontée à Léa, et même ce voyage dans le sud. Chaque pièce faisait partie du même plan. Le téléphone de la commissaire a encore vibré. Elle a répondu. Immédiatement. Marchand. Elle a écouté pendant près d'une minute sans dire un mot. Quand elle a enfin raccroché, son visage avait complètement changé. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. Elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Mes adjoints ont perquisitionné la maison de vos parents ce matin. Ont-ils trouvé Léa? Non. Mon cœur a sombré. Alors quoi? Ils ont trouvé mon SUV. J'attendais. Il avait été nettoyé professionnellement. Mais elle a sorti lentement une photographie de son dossier. La police scientifique a utilisé un réactif chimique. J'ai étudié l'image. Des taches bleues diffuses couvraient tout l'espace de chargement à l'arrière. Qu'est-ce que je regarde? La commissaire a répondu doucement. Votre sang. J'ai senti la pièce tourner. Elle a continué. Il y avait bien plus de sang que ce que l'on pourrait attendre en traînant simplement une personne inconsciente. Je l'ai regardée avec incrédulité. Qu'est-ce que vous dites? Elle a pris une lente inspiration. Nous ne pensons plus que leur plan original était de vous laisser dans le désert. Mon pouls martelait mes tempes. Quel était leur plan original? Sa voix est descendue à un murmure. Nous pensons qu'ils étaient persuadés que vous étiez déjà morte. Avant même d'arriver sur place. Pendant plusieurs secondes, personne dans la pièce n'a parlé. Je fixais la photo de la scène de crime tandis que les mots de la commissaire Marchand résonnaient dans ma tête. Ils me croyaient déjà morte. Pas inconsciente. Morte. J'ai lentement levé les yeux. Alors pourquoi suis-je vivante? La commissaire a joint ses mains. Parce que celui qui vous a drogué a fait une erreur. Nathan a froncé les sourcils. Quelle erreur? Le dosage. Elle a ouvert un autre dossier de preuve et a fait glisser un rapport de laboratoire sur le lit. Les résultats toxicologiques montrent une combinaison de 2 sédatifs puissants. Je ne reconnaissais aucun des noms. La quantité dans votre sang aurait dû arrêter votre respiration. Un frisson m'a parcouru. Mais ça ne l'a pas fait. Non. La commissaire a désigné une autre ligne du rapport. Notre toxicologue légiste pense que vous avez vomi pendant que vous étiez inconsciente. Je me suis souvenu m'être réveillé avec du sang séché autour de la bouche. La brûlure dans ma gorge, le goût de la bile. Mon corps avait rejeté une partie de la drogue avant qu'elle ne soit totalement absorbée. Cela m'avait sauvé la vie. J'ai fermé les yeux. Si cela n'était pas arrivé, Léa aurait grandi en croyant que j'avais choisi de la quitter pour toujours. Nathan a doucement refermé le dossier. Il ne s'attendait jamais à ce que vous vous réveilliez. La commissaire a hoché la tête. Ce qui explique pourquoi ils ont tout précipité. Le faux avis de décès, la cérémonie mémorielle, les papiers de tutelle, les dossiers scolaires. Ils ne réagissaient pas à votre disparition. Ils faisaient une course contre la montre au cas où vous auriez survécu. À ce moment-là, un autre gendarme a frappé à la porte de la chambre. Il est entré en portant une petite boîte de preuves. Nous avons trouvé ceci caché derrière une cloison dans le garage de Bernard. La commissaire Marchand a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait mon sac à main. J'ai reconnu le cuir usé immédiatement. Mes mains ont recommencé à trembler. Mon sac. Tout était encore à l'intérieur. Mon permis de conduire, mon passeport, mon portefeuille. Même le minuscule coquillage que Léa avait glissé dans la poche latérale après notre dernière sortie à la plage.
Une seule chose manquait. Mon téléphone. Le gendarme attendu. Un autre objet à la commissaire. Un smartphone fracassé scellé dans un sac à preuve. Le disque dur a survécu. Valérie Marchand m'a regardé. Notre équipe de cybercriminalité a récupéré des fichiers supprimés. Quel fichier? Elle a tourné le téléphone vers moi. Il y avait une vidéo. Elle avait été enregistrée. Le matin de notre départ. Mon père se tenait dans leur garage. Il ne savait pas que la caméra de mon téléphone s'était déclenchée après que je l'avais accidentellement laissée sur l'établi en aidant à charger les glacières dans le SUV. La voix de maman est venue hors champ. Tu es sûr que ça va marcher? Papa a répondu calmement, il le faut. Et si elle survit? Il a fermé une fermeture éclair d'un sac de sport. Elle ne survivra pas. Puis Chloé est entrée dans le cadre. Elle avait l'air nerveuse. Je ne veux pas que Léa pose des questions. Papa a posé ses deux mains sur ses épaules. Elle n'en posera pas. Les enfants se souviennent de ce qu'on leur répète. Pas si on leur raconte la même histoire tous les jours. Maman a souri. D'ici Noël, elle croira que c'est toi qui l'as mise au monde. Je ne pouvais plus respirer. Chloé a baissé la tête. Et si Clémence revient? Papa a ri. De là où elle va? Personne ne revient. Il a désigné la carte des zones arides étalée sur la table. Des gens disparaissent là-bas chaque année. L'enregistrement s'est terminé. La pièce était totalement silencieuse. La commissaire Marchand m'a regardé. Je pense que c'est suffisant pour prouver l'intention criminelle. J'ai hoché la tête. Lentement, mais quelque chose me dérangeait encore. J'ai regardé Nathan. La fiducie de Julien. Il a compris immédiatement. Vous avez encore une question. L'argent ne m'intéresse pas. Je sais. Je veux savoir pourquoi Julien était convaincu que cela arriverait. Nathan a ouvert une dernière enveloppe. Celle-ci ne devait être ouverte qu'une fois tous les autres documents lus. Il me l'a tendu. Sur le devant, de l'écriture de Julien, il y avait ces mots. Lis ceci une fois que tu sauras la vérité. À l'intérieur se trouvait une seule page. Clémence, si tu lis ceci, c'est que j'avais raison au sujet de ton père. S'il te plaît, ne passe pas le reste de ta vie à te demander si tu as manqué des signes avant-coureurs. Tu ne les as pas manqués. Certaines personnes deviennent si dévorées par l'avidité qu'elles cessent de voir leur famille comme des êtres humains. Elles commencent à les voir comme des opportunités. Promets-moi une chose. Si tu survis à ce qui s'est passé, ne laisse pas Léa grandir en croyant que l'amour doit se gagner par la souffrance. Apprends-lui que la vraie famille te protège. Elle ne te demande jamais de disparaître pour que quelqu'un d'autre soit heureux. Arrivé à la dernière phrase, je pleurais. Pas parce que Julien avait eu raison, mais parce qu'il avait passé ces dernières semaines à essayer de nous protéger même après son départ. 3 mois plus tard, Léa est rentrée à la maison. Le processus juridique n'a pas été rapide. Mais les preuves étaient accablantes. Les documents falsifiés, l'enregistrement récupéré, le rapport toxicologique, les dossiers numériques et la chronologie racontaient tout cela. Même histoire. Mon identité légale a été rétablie. Les faux actes de décès ont été annulés et la tutelle d'urgence a été révoquée. Le premier soir, Léa a dormi de nouveau dans sa propre chambre. Elle s'est réveillée juste après minuit. Est entrée silencieusement dans la mienne. Elle a grimpé sur le lit sans dire un mot. J'ai entouré ma fille de mes bras. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Enfin, elle a chuchoté, j'ai cru que tu ne m'aimais plus. Mon cœur s'est brisé une fois de plus.
J'ai embrassé le sommet de sa tête. J'ai traversé un désert pour revenir vers toi. Elle a levé les yeux vers moi. Vraiment? J'en traverserai 1000 de plus. Elle a posé sa tête contre mon épaule. Je savais que tu n'étais pas parti. Comment? Elle a souri à travers ses larmes. Parce que chaque soir, je demandais à papa de te ramener à la maison. 1 an plus tard, nous nous tenions ensemble au bord de l'océan Atlantique, regardant le coucher du soleil. Léa a glissé sa main dans la mienne. Maman? Oui. Si les gens me demandent qui est ma famille, qu'est-ce que je dois dire? J'ai souri. Qu'est-ce que tu leur diras? Elle a regardé les vagues avant de répondre, je leur dirai que ma famille, c'est la personne qui est revenue me chercher. J'ai serré doucement sa main. Après tout ce qui nous avait été volé, ces mots comptaient plus que n'importe quel héritage, n'importe quelle fiducie ou n'importe quelle fortune. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris quelque chose que mes parents n'avaient jamais saisi. Ils croyaient pouvoir effacer une mère en falsifiant des papiers, en racontant des mensonges et en la laissant pour morte dans la nature. Ils avaient tort. L'amour d'une mère survit au désert. Il survit à la trahison. Et quand un enfant sait que cet amour est réel, aucun mensonge n'est assez puissant pour le remplacer.